pourquoi faut-il absolument transformer le transport? Alors, selon les sensibilités des uns et des autres, il y a bien sûr des domaines qui viennent sur le devant de la scène ou qui ne viennent pas. Et je crois que c'est important d'essayer ensemble de se dire, au fond, pourquoi faut-il le faire, hein? Pourquoi faut-il le faire? Pourquoi y a-t-il urgence? Alors, je voudrais mentionner au moins 5 dimensions qui sont essentielles. La première dimension est sanitaire. Alors, on parle beaucoup de sanitaire en ce moment avec la Covid, mais cette dimension sanitaire, elle est majeure et évidemment, comme vous le pressentez bien, c'est surtout au niveau urbain qu'elle se présente. Et il y a un certain nombre de choses dans le transport d'aujourd'hui qui sont effectivement pénalisantes d'un point de vue sanitaire. On y reviendra avec Martine Duclos. C'est évident que la notion de bruit est importante dans un certain nombre de secteurs et beaucoup de pathologies y sont attachées. Il y a les questions de la pollution atmosphérique, avec les problèmes qui s'y rattachent au niveau respiratoire, au niveau de l'asthme des petits-enfants, etc., etc. Il y a évidemment les accidents en ville. Et puis, dimension qui est moins abordée, c'est celle de l'inactivité, c'est-à-dire le fait que lorsque les gens se déplacent en voiture ou se déplacent en transport en commun, ils sont faiblement actifs et que finalement, cela conduit à des pathologies extrêmement importantes qui sont en fait beaucoup plus vicieuses que celles qui sont visibles comme, ou audibles, comme le bruit, la pollution, et entraînent en fait un nombre de morts très important, hein, très très important, bien supérieur à tout ce que l'on peut avoir en termes de justement pollution, d'incidence de la pollution ou d'incidence des accidents. Donc cette dimension-là, elle est fondamentale et on y reviendra. La deuxième est environnementale. La deuxième raison est environnementale et c'est absolument clair que dans ce domaine de l'environnement, la question climatique est tout à fait prégnante. On en parle énormément. Elle a le mérite d'avoir été présente maintenant dans la plupart des débats des pays. Mais il n'y a pas que l'action du climat, il y a aussi la question de l'artificialisation des sols. Et c'est vrai que le transport, avec les routes, avec toutes les surfaces en bitume qu'il y a dans les espaces construits et autres, est un gros facteur d'artificialisation des sols, avec tout ce que cela entraîne au niveau, en termes négatifs, hein, sur la qualité générale des sols et la disponibilité de terres arables. Et puis, bien évidemment, des questions aussi sur la biodiversité, ne serait-ce que par la fragmentation des espaces qui étaient habituellement tenus par justement la biodiversité animale notamment. Et ces sections-là sont importantes. Le bruit n'est pas étrange à certains aspects, tout comme certains éléments de pollution, on pourra y revenir. Sanitaire, environnemental. C'est clair, les gens ont à peu près ça en tête, même si les ordres de grandeur ne sont pas toujours complètement présents. Mais n'oublions pas le troisième point qui est la dimension économique. La dimension économique, il faut bien se rendre compte que pour un grand nombre de pays, le transport qui dépend essentiellement du pétrole, hein, vous savez que 90%, plus de 90% de la mobilité dans le monde dépend du pétrole. Cette facture du pétrole, pour un grand nombre de pays qui n'en ont pas, est énorme. Hein, est énorme. C'est-à-dire que dans un pays de la France, globalement, c'est 50 milliards d'euros par an. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, les milliards n'ont plus une très grande valeur. Là, dans le contexte de Covid, on les voit arriver de tous les côtés. Mais quand même, en situation normale, si je puis dire, un déficit de la balance commerciale de 50 milliards d'euros rien que sur la facture énergétique comme cela, c'est absolument énorme et il faut qu'on y prête évidemment attention. C'est un élément fort et qui milite bien sûr en faveur d'une certaine souveraineté, hein, si possible, dans ce domaine-là, parce que c'est un poids économique très important. Et puis, le deuxième aspect, c'est que le transport, globalement, coûte cher.
dans le budget des personnes. Hein. Vous l'avez bien vu au moment des Gilets jaunes, hein, l'augmentation du taxe sur le diesel a été le déclencheur d'un certain nombre de problèmes. L'augmentation du prix du ticket de métro au Chili a déclenché des problèmes. Bon, ce ne sont pas les seuls qui expliquent évidemment ça, mais souvent ce sont des déclencheurs parce qu'effectivement, le transport représente une partie importante du budget des ménages, en dehors de ce qui est absolument essentiel. Et souvent, il est essentiel de pouvoir aller travailler quelque part. Et ce budget-là est important au niveau global de l'Europe. Si ma mémoire est bonne, il doit y avoir quelque chose comme 13,5% hein, du budget des ménages qui est pris sur les questions de transport. Donc cette dimension économique, à la fois au niveau, je dirais, du foyer et au niveau des pays, est quelque chose de très important. Et n'oublions pas l'autre considération qui est parfois un petit peu oubliée, ce qui est celle de l'importance de la congestion, dont on dit que globalement, elle est responsable de la perte de 1 à 1,5 de PIB, ce qui est colossal, hein, ce qui est quand même colossal. Donc là, il y a vraiment des éléments très, très factuels qui amènent à se dire il est essentiel de transformer. La quatrième dimension, hein, après le sanitaire, l'environnemental, l'économique, c'est la question politique. Ne nous voilons pas la face. Hein. Il est bien évident que le pétrole se trouve pour beaucoup dans un certain nombre de pays dont, pour des raisons que je n'ai pas à juger, ne sont pas forcément nos amis. Hein. On a un certain nombre de contentieux avec un certain nombre de pays qui sont les grands fournisseurs de pétrole dans le monde en particulier, et cette situation est délicate. Hein. Alors on l'a bien connu au moment des années 70, hein, lorsqu'on a véritablement manqué de pétrole, le spectre hein, de nouveaux embargos sur le pétrole ressurgit de temps à autre au moment de conflits, la baisse des productions, soulignée souvent par l'Agence internationale de l'énergie. Ce sont de véritables questions qui ont une nature géostratégique et qu'il est important d'avoir en tête. Hein. Elles sont, alors, lorsque tout se passe bien, ça va. Lorsqu'il y a des foyers de tension, eh bien, cette situation devient un petit peu délicate. Voilà. Donc, le sanitaire, l'environnemental, hein, l'économique, le politique, et puis le social. Il est bien évident que l'accessibilité que l'on a aujourd'hui ou non à un certain nombre de services selon l'endroit où on habite, pose de plus en plus de questions. C'est-à-dire que la question de l'équité sociale, d'accès à l'éducation, aux services, à la médecine, etc., se pose de façon accrue, bien évidemment, parce que les disparités sont de plus en plus voyantes et elles sont extrêmement pénalisantes dans un certain nombre de cas. Donc, il est essentiel que sur l'ensemble de ces 5 facettes, nous ayons un certain nombre de faits, un certain nombre de convictions également, qui nous amènent à dire que les choix que nous allons devoir faire doivent prendre en compte ces 5 dimensions. Hein, voilà. Donc c'est vrai que dans le débat actuel, on parle beaucoup plus des questions de climat, de choses comme ça, et c'est très important. Hein. C'est bien sûr très très important, mais ça n'est évidemment pas la seule raison de devoir changer dans le contexte que nous connaissons. Si on y réfléchit bien, les 5 dimensions que je viens de mentionner, c'est ce que j'appelle des dimensions en creux. C'est-à-dire qu'on est là en train de corriger, au fond, des problèmes. Hein. On veut corriger les problèmes sanitaires, on veut corriger le problème environnemental, on veut corriger… Très bien. J'ai presque envie de dire que ça, c'est du défensif. Il faut absolument le faire, mais c'est du défensif. Les raisons d'aller de l'avant et de transformer encore, il faut aussi aller les rechercher dans le domaine offensif, dans le domaine positif. Parce que quand on voit finalement la relative lenteur avec laquelle les évolutions se sont faites dans les quelques décennies passées, hein, moi je suis un observateur de la situation depuis les années 70, donc depuis 50 ans, et je fais le constat que, bien évidemment, des choses ont évolué, mais pas d'une façon exceptionnelle. Certes, les villes sont moins polluées qu'il y a 50 ans,
Certes, les véhicules émettent moins, c'est absolument évident. On a traité un certain nombre de problèmes d'accessibilité que l'on avait de manière plus forte il y a encore 50 ans. Mais fondamentalement, les choses n'ont pas changé de façon exceptionnelle, même si entre-temps, on a vu des TGV, on a vu les avions se développer, les voitures s'améliorer en termes de fiabilité, de sécurité, etc. Mais je rappellerai simplement un chiffre, hein, c'est que un véhicule de voiture aujourd'hui dans le monde, hein, d'une façon générale, consomme 8 litres au 100. Hein, dans les années 70, c'était 10. Voilà. Donc c'est bien, c'est mieux, mais enfin, c'est quand même pas brillantissime en termes de transformation. Il faut quand même le dire. Bon, donc, derrière cet aspect des corrections, hein, il faut aussi tenter de regarder ce qui se fait de positif, et c'est un petit peu souvent un peu absent du débat. Et je pense qu'il faut essayer de le remettre dans le débat pour essayer d'avancer. Alors, au premier rang de tout cela, il y a effectivement le fait que dans l'équation énergétique, nous allons forcément basculer vers une part plus importante de l'électrique, sous des formes diverses, comme on va le voir au cours des conférences qui vont venir. Bon, et il y a quand même, sur cette mobilité électrique, ça n'est pas suffisamment dit, me semble-t-il, aujourd'hui, il y a des atouts. Enfin, le confort de l'électrique, la disponibilité à la fois d'un couple, la disponibilité d'une fluidité, la capacité à beaucoup mieux réguler les vitesses, etc., offre quand même une modernité qui est absolument réelle. Et j'espère que beaucoup d'entre vous ont déjà conduit électrique. C'est quand même un vrai plaisir. Il y a vraiment un vrai progrès par rapport aux véhicules thermiques que l'on connaît, même s'ils se sont immensément améliorés. C'est absolument énorme. Mais tout ça fait quand même partie de ce qu'il nous faut tenter de valoriser. Bon. La notion d'automatisation. Bon, sans parler même du véhicule complètement autonome. Nous en parlerons à 10h15 avec Michel Daume, sur lequel on peut s'interroger sur l'horizon auquel nous pourrons, avec nos véhicules autonomes, aller de Clermont à, je ne sais pas, à la Boule, hein, en traversant les volcans de manière autonome, partant enneigé. On n'y est pas, hein, vous verrez, c'est une évidence, mais on sait faire des choses, notamment en ville, à des vitesses relativement basses. On sait faire sur autoroute. Ça, ce sont des technologies que l'on maîtrise tout à fait. Mais en plus de cela, il y a surtout toutes les technologies d'évitement d'accidents qui se sont développées d'une façon absolument extraordinaire et qui devraient nous permettre d'avoir, plus que ce n'est le cas aujourd'hui, hein, où on a quand même encore des véhicules très lourds et autres, on est sur de vieux paradigmes, hein, où aujourd'hui on protège quand même beaucoup les passagers par des véhicules lourds et conçus d'une manière. Il faut aller vers des véhicules beaucoup plus légers, mais dotés de ces dimensions d'évitement d'accidents. Et je suis étonné souvent de voir qu'on nous parle de véhicules autonomes sans nous parler de ça, et qu'on envisage encore de faire des véhicules autonomes, mais qui seraient de vrais tanks. Bon. Donc il faut à un moment donné essayer de renouveler le débat et de se dire on peut faire des choses qui ne font plus 1,5 tonne, 1,8 tonne, qui sont beaucoup plus légères, mais en même temps beaucoup plus efficaces en termes de protection. Donc ça, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut mettre l'accent. Hein. Autre élément qui est quand même extrêmement positif dans la suite des événements, c'est tout ce qui est relatif à la multimodalité. On en parle beaucoup, hein, cette capacité à gérer de façon unique différents moyens de transport lors d'un déplacement, que ce soit le déplacement d'une personne ou le déplacement de biens dans le domaine commercial, le domaine entrepreneurial, etc. Et là, on a des progrès qui sont absolument indubitables, qu'il nous faut engranger, développer. Hein. Et l'accent que l'on met aujourd'hui sur ces moyens-là est relativement faible. Hein. Faible, on en parle, on a des choses, on a des agences de multimodalité qui commencent à exister, à offrir quelque chose d'intégré, mais aujourd'hui, on le voit bien, y compris dans la billetterie. Hein, la billetterie où il faut, même à Paris, selon ce que l'on prend, aller chercher des billets différents et autres. Et voilà, je sais qu'il y a plein de projets en développement un petit peu partout, mais concrètement, on pourrait imaginer des progrès très, très, très notables
dans ce domaine-là, où avec le même paiement en carte, voilà, où à partir de mon smartphone, je loue à la fois mon vélo, je loue mon train, j'ai réservé mon billet d'avion, etc. On en est encore assez loin. C'est un peu dommage, parce que là encore, on a les moyens d'accélérer, mais on ne sent pas une appétence au niveau du grand public et des acteurs, quels qu'ils soient, publics ou privés, pour aller beaucoup plus vite dans ces domaines-là. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire que il y a dans ce renouveau-là une question essentielle également en termes d'emploi. En termes d'emploi, des emplois attachés à la notion de transport. Bon, moi, j'ai eu la chance de pas mal travailler avec les Chinois et de voir qu'il y a un accent très fort de mis par ce pays sur les technologies justement électriques. Hein. Quand on écoute depuis quelques années, si vous voulez, le gouvernement chinois, il est toujours très explicite sur les orientations qu'il prend. Et on le voit. Hein. Il avait clairement dit que ces orientations se porteraient sur l'intelligence artificielle. Et si vous suivez l'actualité, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement dans ce domaine-là, avec ces technologies extraordinaires, y compris même tout ce qui est leur expérience vers la Lune actuellement et vers l'espace. C'est une dimension, non, donc cet aspect d'intelligence artificielle est absolument essentiel. L'espace, hein, il l'avait bien dit aussi, et de manière extrêmement claire. De manière extrêmement claire. J'avais assisté, moi, à un entretien à Shanghai où un vice-premier ministre et devant des patrons de l'industrie automobile mondiale expliquait bien que l'accent qui est mis par la Chine dans les années qui viennent était de devenir la force numéro un dans la mobilité électrique. Et ça se développe. Et ça se développe. Et on va voir arriver très, très rapidement sur tous nos marchés, choses là. Et si l'on veut donc préserver nos emplois, c'est pas uniquement, uniquement en essayant de tenir coûte que coûte pendant quelques temps encore avec les technologies classiques qu'on va y arriver. Il faut résolument passer dans ces techniques nouvelles, préparer le corps social à ces évolutions en les formant, en leur apportant toutes les qualifications techniques. Et c'est important d'accélérer. Hein, et il me semble vraiment que dans ces domaines-là, il y a une nécessité à accélérer dans les pays occidentaux. On voit bien que, j'ai mentionné la Chine, elle va très très fort, mais aujourd'hui, c'est vraiment l'axe asiatique, la Corée du Sud, le Japon et la Chine, qui sont véritablement aux avant-postes de cette mutation. Et là, nous prenons du retard, hein, indéniablement. Donc, il est vraiment essentiel que collectivement, nous prenions conscience de cela, que nous avons certes des problèmes très importants à traiter du côté du climat, du côté de ceci et cela, mais que nous avons aussi dans les domaines sociaux, hein, en particulier, énormément de choses que nous pouvons faire, engager dès à présent, et il faut s'y mettre, il faut s'y mettre tout de suite. Hein. Voilà. Alors, ayant brossé ça, hein, et en essayant de bien vous sensibiliser au fait, et on va y revenir dans chacune des conférences, hein, sur le fait qu'il y a des problèmes à traiter, et il y a des éléments de progrès sur lesquels il faut aller beaucoup plus vite, hein, pour essayer justement d'être dans la course internationale au meilleur poste. Alors, il faudrait justement dans cette démarche de transformation, il y a peut-être un certain nombre de pièges à mes yeux, qu'il faut éviter. Et notamment, j'entends beaucoup autour de moi, dans les débats politiques, etc., ou dans des prises de position d'un certain nombre d'ONG, voilà, l'idée que finalement, on pourrait diminuer un peu la mobilité. Je pense que c'est un terrain, personnellement, hein, et d'autres peuvent avoir des opinions un peu différentes, je pense que c'est un terrain extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Voilà, la liberté de mouvement est une liberté essentielle. Je pense que l'histoire nous apprend que les moments où la liberté de se mouvoir est attaquée, c'est vraiment les moments où on entre dans des pleines dictatures. Hein, il y en a connu encore récemment. Donc voilà, et je crois que cette notion-là est importante. Il
faut bien se rendre compte aussi que, par-delà cet aspect de liberté individuelle de déplacement, essentiel à mes yeux, il y a aussi des tas de domaines où la mobilité est insuffisante aujourd'hui, hein. Bon, on a parlé de l'accessibilité, aux services des populations de certains territoires moins favorisés, mais n'oubliez jamais qu'au niveau mondial, hein, on perd à peu près 30, c'est un minimum, on perd à peu près 30 de la production agricole simplement pour des problèmes de déficit de logistique. C'est colossal, c'est absolument colossal. Et donc, je vous assure que on a la chance, nous en France, d'avoir un pays où les infrastructures de transport sont très bien développées. Ce n'est pas le cas partout, hein, surtout dès lors qu'on on sort de l'Europe en particulier, ou des pays de l'OCDE d'une façon générale. Mais c'est une notion, si vous voulez, qui heurte énormément, hein, les populations, par exemple, de l'Afrique ou de l'Asie, etc., qui ont besoin de développer leur mobilité de façon importante. Et donc, ce débat où on semble pouvoir se dire, bon, voilà, on va peut-être chasser les voitures, on va faire… Attention, attention, ça n'est absolument pas la dimension internationale, et il ne s'agit pas de se trouver pris à contre-pied, en définitive, par rapport… Bien évidemment qu'on a trop de voitures en ville, c'est sûr, mais attention, il faut faire, surtout ne pas considérer que on va mettre tout le monde dans des transports en public, ça ne marche pas. Et il faut vraiment faire attention à cette notion-là. La deuxième notion sur laquelle je veux attirer votre attention, et c'est pour vous faire réfléchir, hein, mais j'entends beaucoup la notion de concentration de l'habitat. J'étais, il y a 3-4 ans, à New York dans une réunion. Il y avait le vice-maire de New York et qui expliquait devant un auditoire très sensibilisé aux questions d'écologie, des choses comme ça, que New York pourrait attirer encore en son centre-ville 3 millions d'habitants, et que ça éviterait évidemment d'avoir du sprawling, hein, de l'étalement urbain autour de New York, etc. Bon, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais attention, attention quand même, là encore, à, si vous voulez, ne pas devenir les apôtres d'une surconcentration urbaine. Je ne crois absolument pas que le bonheur humain soit dans la surconcentration et dans la déconnexion avec le monde naturel pour lequel nous sommes quand même faits. Les problèmes de pandémie, hein, qu'on a vus, hein, vous avez vu déjà à New York, 25% à un moment donné de la population qui avait été effectivement touchée par les questions de Covid, etc. Il faut quand même raison garder. Évidemment, il faut lutter contre l'étalement sauvage et l'artificialisation des sols d'une façon ou d'une autre, mais attention, le but n'est pas d'avoir un monde sans population et puis des îlots de concentration humaine majeurs au milieu. J'entends beaucoup ça dans des cercles de réflexion sur la manière dont il faut que l'Afrique se développe, etc. Mais attention, les mégalopoles n'ont jamais été un lieu majeur de bonheur, si je peux dire. Or, il me semble que c'est quand même peut-être une des considérations qu'il faut avoir. Je voudrais aussi essayer d'insister sur le fait que dans cette approche, de transformation, il faut surtout abandonner les idées dogmatiques. Voilà. J'entends beaucoup de gens qui disent la solution c'est ça, l'avenir c'est ça, etc. Moi, j'ai beaucoup connu dans le passé, hein, dans les années 90, on y réfléchissait beaucoup, les questions sur l'hydrogène, en disant par exemple l'hydrogène c'est l'avenir. Bien, très bien. Et effectivement, la réflexion n'est pas inintéressante, parce qu'avec l'hydrogène, on peut faire plein de choses. C'est un vecteur énergétique extrêmement intéressant, à la fois chimique, à la fois énergétique, etc. etc. Mais rapidement, cette notion est tombée. Et dans les années 2002-2003, on commence à ne plus avoir cette vision-là. Parce qu'on est aujourd'hui convaincus les uns et les autres que sans savoir exactement la façon dont les choses vont se passer, il n'y aura pas un gagnant. Et au moins dans les 30 ans qui viennent, on va dire d'ici 2050. Bon, et d'ici 2050 peut se passer plein de choses. Donc résistons à cette idée qu'il y a malgré tout une décision, une orientation qui est la bonne. J'entends beaucoup, par exemple, à Bruxelles, un certain nombre de gens dire voilà, on a perdu la bataille des batteries parce que c'est l'Asie qui est dominante.
Et donc, il faut travailler sur l'hydrogène. C'est grotesque. La guerre est même pas encore, d'ailleurs, si on parle de guerre ou pas, c'est la transformation électrique de la mobilité vient à peine de démarrer, donc on est dans les premières escarmouches, je dirais, et donc entendre un nombre de décideurs évoquer cette notion de on a perdu la bataille de la batterie. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas brillant dans ce domaine-là, globalement en termes de capacité, et que c'est l'Asie qui est totalement dominante, mais en fait, on en est au tout début. Donc, n'ayons pas ce genre de raisonnement. L'avenir est à la coexistence de ces différentes solutions technologiques dont nous allons parler au cours des conférences. Résistons donc à cette idée qu'il y a une filière. C'est vrai que le monde politique aimerait pouvoir se dire on investit là, on va tenter de se battre là-dessus, on va gagner. Mais non, on n'est plus dans l'âge monolithique, je dirais. On est dans l'âge où justement le succès vient de la maîtrise de la complexité, d'orientations diverses, et c'est ça qui est absolument essentiel. Voilà. Et puis j'entends beaucoup parler aussi, toujours dans cette vision un petit peu de concentration sur les espaces urbains, parce que c'est là qu'est la plus grande population, c'est vrai, sur la notion de transport public dominant. Faisons bien attention, là encore, évidemment que nous avons besoin de transport public et on est heureux chaque fois qu'il y en a qui fonctionnent très bien, mais ça ne peut absolument pas répondre à l'ensemble des besoins des populations qui ne visent pas toutes dans les centres-villes et qui, par ailleurs, ont besoin de se déplacer. Il y a des zones autour des villes, et Dieu merci pour ne pas avoir des déserts. Et donc, je crois que c'est très important de toujours avoir cette capacité à tenir des équilibres variés, à la fois du point de vue énergétique, du point de vue des solutions, du point de vue des services. Et justement, l'âge numérique nous permet d'avancer.